avant de poser la question, j'aimerais bien lancer un appel à tous les Kabyles, puisqu'on parle de l'arabisation, l'islamisation. Donc il y a un travail qui est en train de se faire en Kabylie, c'est la désarabisation de la Kabylie et la kabylisation de la Kabylie. C'est-à-dire, par exemple, un parlant écrit en arabe, il faut l'effacer. C'est pas Béni Douala, écrire Douala. C'est tout simple. Ensuite, par exemple, à la justice, il y a un compte rendu, un jugement en arabe, il faut exiger que le jugement soit en tamazir, en kabyle, puisque Zama tamazir, c'est les langues nationales. Ici, ils ne veulent pas le faire, il faut les attaquer en justice. Voilà, c'est juste entre parenthèses. Et là, je rentre dans ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que, tant que les Berbères en général et les Kabyles en particulier, ils n'ont pas les pouvoirs politiques entre leurs mains, la problématique durera toute notre vie? Autrement dit, avoir un État kabyle, ensuite des États berbères d'Afrique du Nord. Merci. Vous voulez que je réponde maintenant ou... On prend des questions et après vous... Qu'est-ce que je dois dire concernant la langue? Moi, je vois les choses en historien. Est-ce qu'il faut retirer, il faut retirer la langue arabe en Kabylie? Moi, je vois les choses. Je pense qu'une personnalité est le produit de l'histoire. Le berbère d'aujourd'hui n'est certainement pas le berbère du XVIIIe siècle, n'est pas le berbère du XVIe, n'est pas le berbère du VIIIe siècle, et n'est pas non plus le berbère de l'Antiquité. Le berbère d'aujourd'hui est le produit de toute cette histoire-là. Et si moi je parle depuis tout à l'heure que je dis qu'on ne faut pas faire de découpe dans l'ADN d'une culture, il ne faut pas faire de copie. L'ADN, c'est ce que nous avons tous en nous, à savoir cette dimension d'abord berbère, et puis il y a cette dimension musulmane, et puis malgré tout, il y a cette dimension arabe. Donc si vous voulez, moi je pense qu'il est préférable de partir à l'assaut et de développer la langue écrite, c'est parce que c'est le seul garant de pouvoir continuer à exister. La langue écrite, la langue berbère, tamazigh écrite. Il faut absolument la développer dans le sens, on l'écrit en latin. Je suis favorable à cette écriture-là, totalement personnellement, pourquoi pas. Mais je reste convaincu que quand vous prenez le berbère d'aujourd'hui, vous le parlez, à moins que vous parliez le berbère académique, mais dans le parler quotidien, vous allez trouver qu'il est truffé de mots arabes. Si on analyse les choses, il est absolument truffé de mots arabes. Et donc, il est très difficile de faire la part des choses. Un linguiste peut vous montrer à quel point il y a des mots arabes dans le berbère d'aujourd'hui. Donc, comme si vous décidez de reculer. Et je pense sincèrement qu'il est préférable d'avancer avec tous les éléments qui sont en place et de construire un monde kabyle ou berbère d'une manière générale avec les éléments que nous avons aujourd'hui. Donc, une personnalité, on ne peut pas revenir en arrière, il faut avancer et faire avec. Alors, concernant, est-ce qu'un État, moi, vous avez le droit de penser qu'il est... vous avez tout à fait le droit. Mais moi, je parle du principe, encore une fois, en tant que stérien, que le Maghreb est d'abord avant tout un monde berbère et qu'il faut arriver à développer et à reconstituer cet ADN qui a été coupé, et ça va se faire, parce que ça va se faire, et à la longue ça va se faire. Il faut juste une conscience de l'importance que si on ne développe pas le berbère écrit, on disparaîtra. C'est très important, parce que le berbère tel qu'il était au Moyen-Âge ne l'est plus aujourd'hui et on risque de disparaître. Donc il faut, je pense qu'il faut beaucoup d'intelligence dans la façon de gérer cette façon de revendiquer, aussi bien la langue que l'existence même des berbères dans ces espaces. Et il faut, mais je pense que le Maghreb est d'abord berbère avant tout, et on n'a pas à le céder. Voilà. Et merci pour la question. Oui. Allez-y.
Vous avez le micro, allez-y. Si, si. Non. Ah, ouais. En fait, moi, c'est juste quelques remarques. En fait, premièrement, les historiens que vous avez cités, Nouairi, El-Hakam, même Ibn Khaldoun, c'est des gens qui ont écrit l'histoire. Par exemple, Ibn Khaldoun, c'est 7 siècles après l'arrivée des Arabes en Afrique du Nord. Moi, je pense qu'il ne faut pas... Il faut pas qu'on soit naïf, c'est-à-dire croire que l'histoire des Berbères, elle a été écrite par les Arabes. Oui. L'histoire, ça c'est toujours comme ça, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est d'une naïveté, réellement, c'est-à-dire pour un historien, vous vous qualifiez comme un historien, de gober tout ce que les historiens arabes ont dit de nous. Ça c'est lui. Ouais. Mais, vous avez fini? Non, mais je peux faire oui, bien sûr. En fait, moi je pense qu'il faut aussi définir, c'est-à-dire parce que sinon, c'est quoi le sujet? C'était l'islamisation et l'arabisation. Qu'est-ce qui a fait que les Berbères se sont d'abord acceptés facilement, c'est-à-dire avec une facilité déconcertante, que l'islam est rentré à l'Afrique du Nord. La raison principale, il est rentré d'Alger par les voies romaines, à mon avis, c'est-à-dire c'est l'Israélien et les voies romaines anciennes que les Arabes ont empruntées, et c'est les citadins qui se sont islamisés, puis arabisés. Vous avez dit une chose, c'est-à-dire vous avez dit que l'arabe, il a été constitué à l'époque d'Abdelmalik ibn Marwan, c'était à la fin de 700, je sais pas, 800 ans après Jésus-Christ. Oui, c'est Abdelmalik ibn Marwan qui a arabisé comment ça s'appelle? C'est les Omeyyades qui ont arabisé c'est lui qui a même inventé l'arabe. Il y a des gens maintenant, des études historiques sérieuses, ils disent que l'islam a été, le Coran a été écrit non pas sous Othman ibn Affan, mais plutôt sous Abdelmalik ibn Marwan. Ça, c'est des études. Après. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, exactement. Le sujet, c'est l'islamisation et l'arabisation. Maintenant, pourquoi l'arabisation continue? C'est-à-dire, jusqu'à présent, c'est-à-dire, on voit dans les Aurès, même en Kabylie, c'est-à-dire Thésios arabise, les Aurès, c'est le reste, je ne sais pas, presque il est totalement arabisé. Mais pourquoi? C'est la question à qui nous devons répondre. Pour moi, il faut définir l'islam. L'islam, c'est une religion arabe impérialiste, coloniale, qui arabise et qui, si on la laisse, qui déracine tout ce qui est la spiritualité berbère, parce qu'il y a une spiritualité berbère, vous n'avez pas parlé. J'ai parlé dans les dernières conférences. Non, ah oui, d'accord. Pour moi, la spiritualité berbère, il est beaucoup plus supérieur. Je vais vous répondre parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent. Oui, concernant les historiens, vous avez bien raison, absolument bien raison, et je l'ai précisé moi pour les historiens, vous avez bien raison, et tout à fait raison, et je l'ai précisé que j'ai dit à plusieurs reprises que ces historiens, on doit les revoir. Parce que quand ils nous présentent Bautre et Branis, quand le mot Amazir, il n'a pas été évoqué, on ne l'a pas trouvé dans les archives, ni chez les historiens romains, on parlait des Mazistes, qui était une tribu se trouvait en Libye, et que les Arabes ont sauté sur ce mot-là pour construire une généalogie à la mode biblique, c'est-à-dire on descend comme ça d'une façon verticale. Donc les historiens arabes, c'est des généalogistes et ce n'est pas des analystes. Ils n'ont pas analysé l'histoire. Même, je dirais même que toute la répartition telle qu'elle a été faite des tribus berbères est à revoir, est absolument à revoir, parce que c'est une façon historique de voir produite par les Arabes et qui correspond. Mais le gros problème, c'est qu'il faut vraiment travailler pour la refaire et réfléchir. Parce que aujourd'hui, bien malin que vous êtes, en lisant l'histoire, vous ne savez pas du tout où étaient les Sanhaja,
Est-ce qu'ils étaient au sud, au nord, une telle confusion, sauf pour les Khotama où on a vraiment une vision claire. Les zénètes. Alors là, zénètes, c'est une tarte à la crème. On ne sait pas où sont les zénètes, on ne sait pas s'ils sont au Maroc, les Ouarabas, et ils sont, ça on a des traces, ils ont dit qu'ils étaient aux Aurès, puis ils sont partis au Maroc, c'est eux qui ont aidé Idriss Ier à monter au pouvoir, ainsi de suite. Pour revenir à l'arabe, aujourd'hui, on a vu, il y a eu un travail idéologique terrible qui a été fait, vous vous souvenez de la phrase des Bembella en Tunisie, en disant que l'Algérie est arabe, et pour le point final. Mais le problème n'est pas maintenant de lutter contre l'arabe, le problème est de produire et de construire la langue tamazight. C'est ça qui est le plus important, c'est de l'écrire, et c'est comme ça qu'il faut se maintenir, parce que si elle n'est pas écrite, si elle n'est pas, si les Berbères se sont déliés à travers l'histoire, c'est parce qu'il n'y avait pas une langue écrite. Il fallait aujourd'hui qu'il y ait une langue pour éviter de mourir. Si cette langue-là n'est pas développée, je ne donnerai pas cher de la culture berbère, donc, et la culture tamazight. Et donc, il faut absolument que cette langue soit écrite. Voilà. Merci. Voilà. Ma question est la suivante. Si je vous ai bien compris, ainsi que Gabriel Camps, que vous avez cité plusieurs fois, le grand empire qui s'étendait de l'Arabie, la péninsule arabique d'aujourd'hui, jusqu'à l'océan du Maroc et jusqu'en Espagne, n'a pas toujours eu la même dynastie partout en même temps. Ah oui. Oui. Et donc, je voulais simplement dire au monsieur qui regrette la spiritualité berbère, j'ai lu justement chez Gabriel Camps que la dynastie implantée en Espagne a appelé au secours contre la Reconquista, les Almohades, et l'ont regretté après, puisque justement c'était les purs et durs, c'était les salafistes avant la lettre. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais tout à fait. Vous avez terminé la question. Oui, mais effectivement, il y a eu plusieurs dynasties. Les Almohades, c'est à leur époque qu'il y a eu le drame d'Averroès. Hein. Je fais oui. Pourquoi hier on avait fait la manifestation pour la Kabylie, avec les drapeaux de la Kabylie. Merci. Madame a une dernière question, peut-être là. Il y a une question aussi là. Tenez. Excusez-moi, vous ne répondez pas à la question? Mais je n'ai pas très bien compris. Vous avez dit pourquoi il y avait une manifestation kabyle avec des drapeaux kabyles. Ah oui, il y a longtemps, il y a une quinzaine de jours. Oui, c'était des Kabyles et qui manifestaient pour pouvoir construire un espace à eux, avec un pouvoir à eux et un gouvernement à eux. Donc, ce qui peut paraître légitime, mais en tant qu'historien, je trouve qu'il faudrait se méfier de cette situation. Voilà, c'est mon voilà, monsieur. Oui, madame. Alors, à un moment donné de votre exposé, vous parliez enfin, vous vous posez la question de quel islam s'agissait-il au 8e siècle chez les Berbères. Vous parliez de la dimension forte du paganisme, une forme d'un syncrétisme religieux. C'était leur dieu. Voilà. Et en fait, cette question, je pense que cette réalité existe aussi. Si je dois voir l'islam de ma mère, l'islam de ma grand-mère, cette dimension païenne est très forte. D'ailleurs, elles ont une meilleure connaissance du fait païen
que du fait musulman. Et en plus, cette dimension païenne, elles la mettent vraiment en pratique. Ils ont vraiment une connaissance. Et si on doit regarder la réalité de la religion musulmane en Afrique du Nord aujourd'hui, n'y avait-il pas lieu de parler de néo-islamisation dans votre exposé? Voilà. Oui, peut-être. Il y a aujourd'hui une néo-islamisation, c'est évident, parce que l'islam se redécouvre. L'islam a une poussée d'acné aujourd'hui. Donc, une poussée d'acné qui nous a bien embêtés. Mais pour revenir aux païens, vous savez, une culture, c'est différents strates. C'est des différents dépôts dans la population. Il y a plusieurs dépôts. Vous savez que moi, je me souviens que quand on emmaillotait un gamin, excusez-moi, je vais faire le geste. J'avais le geste comme ça sur le bébé quand on emmaillotait. Et on voyait bien que ça ressemblait à un crucifix plutôt qu'autre chose. Et donc on a toujours ces survivances. Ou bien on sollicitait les machins. Je vois par exemple, il y a des femmes, enfin c'est mon interprétation, il y a des femmes qui ont des croix. Qui ont des croix comme ça. Et ben, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, en regardant une émission en Égypte, que les Coptes, quand les musulmans sont arrivés, ils mettaient des croix, ils tatouaient des croix pour dire que je ne changerai pas, malgré tout, que vous voulez, je garderai ma religion. Donc vous savez, l'histoire se fait de dépôt et d'imaginaire culturel surtout. C'est imaginaire culturel, c'est imaginez-le comme un petit récipient dans lequel il y a tous les éléments culturels qui finissent par conditionner les hommes et dicter un peu leur comportement. Et il est évident que les comportements païens sont encore comme en France, les traditions celtes n'ont pas disparu. Vous allez en Bretagne, avec les menhirs, les traditions celtes sont toujours là. Et il y a encore des traditions païennes bien vivantes, oui. Et des gestes qu'on ne s'explique même pas. On ne sait même pas. Et il faut vraiment des anthropologues pour étudier les choses, pour essayer de se dire « Ah mais tiens, ça c'est des survivances du passé ». Mais oui, bien sûr, mais c'est évident. Pour la religion musulmane, pareil. Aujourd'hui, il y a eu, ça vous le savez tous, une sorte de retour. Bonsoir à tous. Je vais juste continuer par rapport à cette question de la religion. Je pense que vous l'avez déjà rappelé dès le départ que le lien... parce qu'il faut déconstruire ce mythe que nous sommes des Amazighs arabisés par l'islam. Il n'y a aucune réalité historique qui le prouve. Et on a des contre-exemples. Vous avez cité la Turquie, l'Iran et beaucoup de peuples qui sont devenus musulmans, mais ils n'ont jamais perdu leur langue d'origine. Et la preuve, c'est que jusqu'au 17e siècle en Afrique du Nord, l'Afrique du Nord était très berbère, très amazigh jusqu'au 16e, 17e siècle. D'ailleurs, même les grands royaumes berbères comme le royaume Ziani de Tlemcen, Yurmarasen, on a des preuves écrites qu'il ne maîtrisait pas du tout la langue arabe, qu'il avait un traducteur et qu'il s'adressait à ces sujets en berbère. Donc on a des sources historiques. Donc ce mythe de lier l'arabisation à l'islam, il faut vraiment le déconstruire. Après, moi, je voulais poser une question, c'est juste, est-ce qu'il y a un lien entre l'arabisation et le fait que les berbères se citadinisent? Donc, parce qu'on voit toujours, à chaque fois qu'il y a des villages ou proches des espaces urbains, c'est là que l'arabisation a commencé. Parce que si on prend l'axe Alger-Tizi, tous les villages en partant d'Alger, Nasiriyah, Tniya, au fur et à mesure qu'ils deviennent des citadins, l'arabisation a suivi. Et c'était récent jusqu'à DBK, après Tizi-Ville. On le voit, le phénomène. Donc la question est-ce que je me posais, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux phénomènes? Pour moi, il y a une piste, c'est pour des raisons économiques, parce qu'il y a des échanges économiques. Donc après, c'est la langue véhiculée pour les échanges économiques qu'il y avait l'arabe, donc il y avait une domination économique. Donc pour moi, c'est une question que je me pose par rapport pour moi, c'est une piste.
Et juste un contre-exemple aussi, c'est qu'on oublie toujours la citadelle de Deleuze. Deleuze, c'est la plus ancienne citadelle d'Afrique du Nord, qui n'a jamais été kabyle. Alors qu'à 30 km, on avait tout entouré par des villages kabyles. Ils parlaient ce qu'on appelle Derja, une langue proche de la langue malte, normalement. Parce que le linguiste Abdel Imam a prouvé que c'est le Derja qu'on parle en Afrique du Nord avait des origines phéniciennes. Il y a un débat actuellement par rapport à ça. Donc voilà, pour moi, c'est toutes ces questions que je me pose par rapport à ça. Voilà, Oui, on reprend la question de moi je réponds sur le progrès de l'arabe. Vous savez que la généralisation de l'école est à l'origine de cette arabisation. Dès l'instant où il n'y avait pas d'école, où le centre urbain et le centre d'études est réservé à une élite, c'est un peu le gros problème même de la science dite musulmane, c'est qu'elle est réservée à une élite, elle ne se répondait pas. C'est juste, et dès l'instant où on a créé des manuels scolaires et on a créé des écoles, c'est ça le drame. C'est tout est passé par l'école. Parce que tant que c'était, en revanche, l'arabisation, il ne faut pas l'entendre, quand je parlais d'arabisation, il ne faut pas l'entendre comme arabisation littéraire. Il y a l'élite qui maîtrisait cet arabe-là. Mais l'arabisation au jour le jour, ce sont les mots arabes, ce qu'on appelle l'aspect verbal de la phrase qui a été modifié. C'est-à-dire que le verbe arabe est rentré dans la phrase berbère. Et du coup l'arabe, c'est le parler maghrébin qui est né. C'est ce que j'appelle, moi, arabisation. C'est le parler, la naissance du parler maghrébin. Je ne vise pas cette arabisation littéraire où il fait parler. Les choses ont changé. Par exemple, si vous dites un mot, vous dites en berbère marocain, par exemple, ou même en arabe marocain, on dit Rdamchi. Ça veut dire demain je pars. Vous allez, avec ce berbère marocain, vous allez au Moyen-Orient, vous dites ça, on ne vous comprendra pas. Mais parce que derrière, il y a une forme, une structure verbale qui ressemble, une façon qui ressemble au berbère. C'est-à-dire que l'arabe maghrébin, il est teinté de mots berbères et de structures verbales berbères. C'est ça qui fait que la différence, c'est qu'on a. Donc on n'a pas réellement l'arabe. Je le dis, j'ai vécu 5 années à Beyrouth, j'ai découvert ma dimension kabyle là-bas, et je me suis rendu compte à quel point c'est différent, qu'on est dans un monde complètement différent. C'est-à-dire que quand on parle d'arabe berbère, c'est autre chose hein, que d'arabe maghrébin. C'est autre chose que l'arabe où on l'entend. Voilà. Et l'école a été fondamentale dans la transmission de l'arabe. Allez-y. Bien, je vais aller à l'essentiel parce que j'aurais aimé presque répondre, commenter en tout cas toutes les interventions qui viennent d'être faites, à commencer par celle de mon prédécesseur. Je crois que l'arabisation, de mon point de vue, est indiscutablement liée à l'islamisation. Ça ne la légitime pas. Et ça, il faut le dire très fortement. Et les choses ont évolué. Nous n'avions pas de conscience nationale. C'est ça qui a fait que l'arabisation a pu se faire. Et elle se fait encore aujourd'hui en Afrique. Les peuples africains sont en train de s'arabiser par le biais de l'islam. Donc ça, maintenant, à mon avis, le fait que les gens soient musulmans, ça ne légitime pas, que ce soit fait au nom de l'islam, ça ne légitime pas cette arabisation-là. Autre chose, bon, j'ai arrêté là les commentaires des questions précédentes. Je viens à la réponse que vous avez faite tout à l'heure à notre ami. Vous dites que vous réagissez comme historien, et donc il faut accepter la situation telle qu'elle est en quelque sorte. C'est presque ça. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai compris. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est vraiment pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut accepter toutes les dimensions arabes, donc il faut développer le berbère, mais pas combattre l'arabe, etc. Alors, je crois que l'histoire est faite par les hommes, et nous avons un exemple très précis avec ce qui s'est passé, vous l'évoquiez vous-même, après l'indépendance en Algérie,
Au lendemain de l'Algérie, les gouvernants eux-mêmes étaient incapables de faire un discours en arabe. Hein, d'accord. Je vous renvoie au débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale en 63 à propos de l'adoption de l'arabe comme langue officielle. Farhat Abbas, qui en était le président, a dit bon, d'accord, je suis d'accord sur le principe, mais moi-même qui suis votre président, je suis incapable de faire un discours en arabe. Bon, les gens ont voté quand même le principe de l'arabe, langue officielle et nationale, est applicable tout de suite et immédiatement. Bouzida, qui était un kabyle, a dit moi je suis incapable d'écrire même mon nom en arabe, mais je suis pour l'adoption de l'arabe comme langue nationale et officielle, et ça a été fait. Et c'est ça qui a produit le changement. Ils ne se sont pas dit toute la société algérienne marche en français et pour le bon fonctionnement de l'économie en particulier, il serait sain de garder le français. Non, il y a eu une démarche volontariste et qui a donné des résultats. Et on le voit bien aujourd'hui. Et pour toujours rester dans ce qui a été dit, je reviens de Kabylie et j'ai vu à Azfoun, au tribunal d'Azfoun, il y a peut-être 2 ou 3 mois, quelqu'un qui a voulu déposer plainte. On lui a dit de la rédiger en arabe. Il a dit moi je peux vous dire ce que je sais en kabyle. Il dit non, la plainte n'a pas été enregistrée parce que ça s'est passé à Azfoun il y a 3 mois de ça. Donc je pense qu'il ne faut pas, laisser faire effectivement ce genre de choses. Maintenant je suis, disons cela, je ne suis pas effectivement sur des positions de type raciste contre l'arabe ou je ne sais quoi. Hein. C'est pas du tout ma démarche. D'ailleurs, si les gens s'inquiètent sur le devenir de l'arabe, je peux les rassurer, l'arabe n'a aucune chance de disparaître en Algérie, et même pas en Kabylie. Je rappelle que c'est la 6e langue parlée dans le monde, qui a des moyens considérables. Il n'y a aucune menace d'aucune sorte qui pèse sur la langue arabe, donc c'est pas la peine on n'a pas besoin de supplétifs kabyles ni quoi que ce soit pour la survie de la langue arabe qui n'est en aucune façon menacée nulle part. Pas même en Kabylie, je le répète. Par contre, il est important, effectivement, que dans des espaces comme la justice, c'est d'abord des droits élémentaires, y compris en France, vous avez le droit, dans tous les pays européens, d'être défendu dans votre langue. Hein, je le signale. Donc, a fortiori chez nous, et même si les gens sont bilingues, ils peuvent avoir envie de se défendre dans leur langue, et c'est un droit qu'il faut imposer. Et quand l'exemple que donnait notre ami Beni Douala, ça ne vient même pas d'ailleurs de l'arabisation post-indépendance, c'est le bureau arabe de Bujou qui nous ont donné de Beni Douala. En Kabyle, on dit Athiani, quand à l'état civil, vous pouvez Beni Yandi, Beni Douala, Beni Junad, Beni je ne sais quoi. Comme disait un de mes amis qui vient de décéder, paix à son âme, Ould Slimane, justement, qui a été frappé dans le nom lui-même, a subi cette mesure. Il dit ils nous ont bénis. La colonisation française nous a bénis. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire c'est le produit de l'histoire, accepter les choses comme elles sont. Je pense qu'il faut être volontariste. Cela étant, je n'ai jamais dit qu'il faut accepter les choses comme il faut. Moi, ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit. D'accord. S'il vous plaît. Non, je vous laisse. Je pose une question. Très bien. J'ai compris ça peut-être. Non, d'accord. Bon, vous rectifierez. Vous aurez la parole juste après. Donc, je pense qu'il faut dire ce que nous voulons et agir pour. Et agir pour, c'est comme ça que l'histoire se fait. Et puis voilà, il y aurait d'autres choses à dire. Mais l'histoire, en l'occurrence, c'est un enjeu idéologique important. Absolument. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre intervention, parce que le fait d'éclairer comme vous l'avez fait sur le passé, ça ouvre les yeux et ça relativise un certain nombre de choses qui ne descendent pas dessus. Quant au fait, est-ce qu'il faut un État tout de suite, kabyle ou pas, à mon avis, c'est la poule et l'œuf. Hein. C'est-à-dire, si la conscience est suffisamment forte en Kabylie, il y aura d'une façon ou d'une autre une structure autonome, un État, quoi. Mais pour cela, il faut déjà qu'il y ait un peuple qui ait suffisamment une conscience nationale très forte. Ce n'est pas le cas. Et ce type de travail, ça peut être conduire vers une structure, en tout cas, suffisamment autonome. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un État pour faire un certain nombre de choses, parce qu'on risque d'attendre longtemps. Mais absolument. Absolument. De ne plus être là en tant que kabyle. Absolument. Mais je veux juste traiter encore une fois, il faut comprendre le sens de ce que j'ai dit. J'ai dit une personnalité, l'imaginaire culturel est le produit de tous les dépôts historiques.
Vous ne pouvez pas l'amputer de ces parties, sinon vous créez un déséquilibre. C'est ce que je veux dire. Et je continue à dire que pour se maintenir, il faut développer la langue écrite. Si on ne la développe pas, ça peut être dangereux. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit à plusieurs dans toutes les conférences que j'ai faites ici, que si c'est la raison pour laquelle les Berbères ont cédé le pas devant tous les conquérants, c'est parce que la langue écrite n'était pas disponible immédiatement. Et c'est ça le problème. Donc, pour éviter de commettre le même problème et la même erreur, il faut que la langue écrite soit immédiatement, parce qu'à l'échelle du temps, c'est rien. Immédiatement à partir d'aujourd'hui, surtout que dans les 2 pays du Maghreb où il y a plus de Kabyles et il y a plus de Berbères, c'est de fait de droit. Mais il faudrait d'abord l'intégrer, l'intégrer et accepter que ces enfants fassent du berbère au lieu de l'anglais, ça aussi. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait que tout le monde s'y mette. Il faudrait que tout le monde s'y mette et que tout le monde accepte de se sacrifier pour faire cette langue en disant que ça va servir pour les générations futures. Donc, la balle est lancée. Ok, voilà.